Bonsoir à tous et bienvenue sur Tea Time Tom, la première émission de la saison et surtout la première sur Twitch, hein, bien sûr. On a eu de belles saisons en audio et c'est ma première sous le format 11e art. Je suis ravi d'être là ce soir. Je ne serai pas seul évidemment pour cette première émission. J'ai mon magnifique chroniqueur Zach qui est avec nous. Comment ça va? Ça va et toi? Bah, Salut très Henri. bien, très bien. Salut, salut les gars. Et évidemment, on est avec notre invité Henri Neveu qui nous rejoint directement depuis le Qatar. Comment tu vas? Ça va et vous? Bah, super. Écoute, Bien. on est ravis de t'accueillir comme le premier invité de la saison. On va parler de billetterie, de relationnel supporter et beaucoup de choses. Et puis, évidemment, de ton passage, notamment à Troyes. Alors, évidemment, avant de démarrer cette émission, on précise que tu es effectivement en train de travailler au Qatar actuellement. Tu en parleras un peu plus tard. Mais le concentré de cette émission va se concentrer surtout sur ta partie à Troyes, pour lequel tu as bossé Mm. précédemment, mais que ce que tu nous dis aujourd'hui ne tient pas compte du compte actuel de ce que fait Troyes. Que les choses ont peut-être évolué et que tu ne parles pas à leur nom. C'est Mm. important légalement, surtout, de mentionner ça. Mais bien sûr que ton expertise Exactement. va nous intéresser tout au long de l'émission. Alors, pour démarrer, on va faire les questions très, très simples. D'où viens-tu? Et puis, on va surtout parler de ta période de centre de formation. À quel poste tu jouais à l'époque? Ok. Et ben moi je suis breton d'origine, d'origine de Rennes, une petite commune à 20 minutes de Rennes, mais à Champagne dès l'âge de 15 ans. J'y ai passé, on va dire, un peu plus de 8 ans, que ce soit 4 ans en centre de formation, puis 4 ans dans les services administratifs du club. Et puis j'étais gardien de but au centre de formation de la génération 95 Voilà. du club. Donc, ça a coupé un petit peu tout à l'heure, mais donc tu disais que tu avais rejoint effectivement les stacks, que tu as rejoint au centre de formation comme beaucoup de joueurs. Tu... Quel en souvenir t'en gardes le principal d'abord ces années centre de formation? Et puis après, on pourra développer un peu plus sur les joueurs que tu as pu affronter. Tu nous en as Mm. parlé en privé, qu'il y a eu de grands joueurs en face et le déroulé, mais le sentiment global que tu as pu avoir de ces années centre de formation. Déjà, avant le centre de formation, j'avais fait un pôle espoir en Bretagne, à Ploufragan, la Douceur, Gourcuff, etc. C'est là où, entre 13 et 15 ans, c'est là où on commence à s'aguerrir un petit peu, où on commence à partir de chez soi, de quitter le nid familial et passer la semaine un peu plus loin. Mais après, le centre de formation, en effet, c'est une autre dimension parce que moi, dans mon cas personnel, je suis parti à Troyes, j'étais de Rennes. Donc, ce qui fait que je rentrais chez moi et tous les 3 mois. Donc quand tu as 15 ans, c'est pas forcément évident à vivre tous les jours, surtout quand tu reprends une saison début juillet ou mi-juillet et que tu as tous tes potes à 15 ans qui en profitent un petit peu. Donc en termes de vie sociale, quand on est jeune, c'est pas évident. Après, ce qui est bien de formation, c'est qu'on est tous dans le même nid. C'est-à-dire qu'on est tous loin de chez soi, on est tous dans le même panier, mais aussi on est là, on a aussi beaucoup de chance. C'était une chance, voilà, on était des privilégiés, hein. C'est le rêve un peu de chaque enfant de faire un centre de formation et d'essayer de donner le maximum pour devenir pro. Donc c'était pas évident au début, mais après, j'ai envie de dire que c'est les meilleures années. Moi, j'ai fait 4 ans, c'est là, voilà, tu rencontres de super personnes et puis tu vis des aventures extraordinaires que je pense que j'aurais pas vécu si j'avais pas fait de centre de formation. Donc c'est pas forcément évident tous les jours, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Je pense que ça, tout le monde sera d'accord pour le dire avec moi, c'est beaucoup de sacrifices pour des fois, au final, pas grand-chose. C'était des super années, j'en garde que du bon. Tu entends parler justement, c'est vrai que les sacrifices, c'est pas forcément quelque chose qu'on prend en compte. On parlait tout généralement du débat de les footballeurs sont X ou Y chose. Il faut Mm, quand même réfléchir et penser à ces sacrifices-là qu'on fait très jeune, mm, où tu pars très loin de chez toi, effectivement, tu laisses tes amis derrière. Euh, Évidemment, quand on est dans cette position de privilégié, c'est quelque chose qui doit prôner, mais tu as quand même des moments, j'imagine, où tu te sens un peu moins bien, où tu mm, as peut-être le mal de maison, que ça mm. te manque quand même, que tu as des personnes autour de toi, au-delà des coéquipiers, qui sont fondamentalement dans un centre de formation
aussi des rivaux, parce Mm. qu'eux aussi veulent accéder C'est au plus haut, ça. notamment Mm. à ton poste de gardien de but. Mm. Euh, sur qui tu peux te reposer un petit peu autour de toi au sein du club? Bah déjà, ce qui est important, c'est même si la famille est loin, c'est d'avoir une bonne assise familiale, c'est d'être bien entouré, parce que je pense que ça fait aussi beaucoup, beaucoup de choses. Après aussi, à l'issue au sein du club, moi, par exemple, en tant que gardien, ce qui est bien, c'est que les gardiens, on a une petite tribu. Et donc, quand tu as un coach des gardiens avec qui tu t'entends bien, il te permet aussi de. Voilà, il est là pour le foot, mais quand tu as un petit coup de main bien, un petit coup de blues, etc., il est très proche souvent des gardiens, donc ça facilite aussi les choses. Et puis après, bah, au centre de formation, tu te fais aussi, c'est là où tu te fais tes meilleurs amis plus tard. Donc après, tu passes du temps, tu crées des affinités avec les uns et les autres. Donc chacun essaie de se pousser un peu quand il y a des coups de moins bien, etc. Donc ouais, c'est un tout, quoi. Et moi, ce que je voulais te demander aussi, c'est durant ta période de centre de formation, Mm. est-ce qu'il y avait un rôle joué aussi par l'équipe première? Est-ce que tu avais un contact avec l'équipe première, avec des apparitions, par exemple, d'un entraîneur comme Jean-Marc Furlan, qui me semble était l'entraîneur de l'équipe première quand tu étais à 3? Ouais, ouais, c'était l'entraîneur de l'équipe première quand j'étais à 3. Donc, bien évidemment, dans les 2 premières années, quand tu as 15-16 ans, bah forcément, tu n'es pas trop en contact avec les pros. Donc, tu n'as pas forcément ce contact. Tu vois le coach, hein. Après, on va à tous les matchs, on allait à tous les matchs tous les 15 jours, etc. Mais on n'avait pas forcément beaucoup de contact. Après, on les voyait venir de temps en temps, etc. Mais on n'avait pas forcément de contact. Après, plus tu montes en âge, moi, par exemple, enfin, plus tu montes en âge, plus bah, tu vas des fois t'entraîner avec les pros. Moi, j'avais la chance de partager pas mal de temps avec les gardiens pro, avec Olivier Blondel à l'époque, qui était le gardien de l'équipe de l'Estac, qui est aujourd'hui entraîneur des gardiens, je crois, de la réserve de l'Olympique Lyonnais. Il y avait Thuram aussi, qui était le gardien de l'Estac. Mathieu Dreyer, avec qui je suis encore en contact, qui était aussi gardien de l'Estac. Donc oui, en fait, plus tu montes en âge, plus tu côtoies les pros. Donc oui, j'ai eu la chance à la fois de côtoyer l'entraîneur des gardiens des pros, de côtoyer des gardiens pros. Et j'ai eu aussi la chance de faire une ou deux, même deux, trois séances vidéo avec Jean-Marc Furlan à l'époque, parce que je montais de temps en temps avec les pros sur des séances d'entraînement, même si c'était pas beaucoup. Et j'avais eu cette chance des fois de partager le vestiaire ou d'assister à des séances vidéo. Donc, quand tu montes, c'est un peu impressionnant et tu savoures tous ces petits moments-là parce que tu sais que moi, surtout, j'étais peut-être pas destiné pour être pro, donc tu savoures ces moments-là et c'est des moments de privilégiés, quoi. Mais en même temps, tu le savoures, mais quand tu as 17 ans et que tu commences à monter, à faire un entraînement avec le groupe pro, avec Benjamin Nivet, Jérémy Bréchet, des joueurs comme ça, et ben, ça te met aussi une petite pression, donc il faut aussi savoir le gérer. C'est pas évident. Oui, justement, tu t'en parles de savourer le moment et d'avoir ce coup de pression. Évidemment, quand on approche la fin de son cycle, évidemment, on parle des contrats de stagiaires, etc., qui sont en train d'être un peu changés pour augmenter les âges, pour rester au centre Mm. de formation plus longtemps. Euh, Est-ce que tu as senti un moment qu'il n'y avait pas forcément une cassure, mais que tu n'allais peut-être pas pouvoir passer le palier au-dessus, que tu avais peut-être trop de rivalité? On a parlé ce week-end de Paul Bernard-Denis notamment, avec qui tu as pu Mm. partager quelques années. À quel moment tu as senti que c'était peut-être pas forcément, non pas ta place, mais que tu n'allais pas forcément peut-être Mm. passer ce palier-là pour aller Mm. dans le monde professionnel? Mm. Bah, ouais, effectivement, en effet, la dernière année, moi j'ai fait 4 ans au centre. Et la dernière année, c'est là où tu. Voilà, bon. Moi j'avais un contrat de 3 ans, donc j'avais été prolongé pour une quatrième année. Et puis c'est là où tu sens cette quatrième année-là où bah, voilà, moi, il faut aussi être honnête avec ses capacités, avec sa capacité physique, footballistique, aussi mentale. Et c'est là où tu te rends compte, il faut être aussi lucide. Et c'est là où tu te rends compte, si tu te compares un petit peu, que tu es peut-être juste et que pour faire une carrière, ça va être difficile. Même si aujourd'hui, on voit qu'il y a des joueurs qui arrivent sur le tard, etc., et qui progressent sur le tard. Mais oui, moi, c'est là que je me suis rendu compte que ça va être difficile. J'ai eu aussi, et pour moi, c'est une chance de voir Paul Bernardoni éclore au centre de formation. Il n'y avait pas photo, un gardien exceptionnel pour son âge, une mentalité hors norme exceptionnelle aussi. Donc voilà, moi, à cette époque-là, j'ai compris que ça allait être compliqué. Euh, mais en même temps, on comprend que c'est compliqué, mais on s'accroche toujours au truc. C'est compliqué à trois, mais quand tu as 18, 19 ans et que tu as fait toujours du foot et que tu manges foot matin, midi et soir, ça reste pas évident de se dire que voilà, c'est un échec et demain, je vais retourner dans la vie active, faire des études, etc.
Donc, tu veux quand même t'accrocher. Et moi, voilà, c'est normal aussi. Il faut aussi s'accrocher. Mais c'est une période qui est pas évidente. Mais malheureusement, il y a 95 à 97% des joueurs en centre qui vivent cette période-là. Et je peux témoigner que c'est pas évident. Oui, et du coup, je voulais te demander si cette fin d'aventure à 3, si tu avais réussi quand même à la surmonter assez rapidement. Et qu'est-ce qui s'était passé aussi Mm. après cette aventure à 3, si tu avais su rebondir, si tu pensais encore pouvoir passer un cap dans le milieu professionnel ou commencer à réfléchir à d'autres choses? Mm. Bah moi, donc à 3 quand ça s'est fini, je suis retourné en Bretagne, sur Rennes. Et donc, j'ai vite retrouvé un club à Concarneau en CFA. À l'époque, un poste de doublure en CFA. Et quand tu viens d'un monde pro, tu as été un peu bichonné, tu as des très bonnes infrastructures. Voilà, c'est top. Et quand tu reviens dans le monde amateur, mais c'est Concarneau, c'est quand même un bon club, hein, quand même des structures, etc. Quand tu reviens dans le monde amateur, ça te fait quand même, tu prends une prise de conscience et voilà, tu t'entraînes avec des gens qui travaillent, qui ont une vie, qui ont des enfants, etc. Et ça a été une période qui n'a pas été évidente pour moi. Tu vois, j'étais tombé, le gardien numéro 1 était un super mec aussi et qui était très fort. Donc, je sentais très bien que j'allais être cantonné au poste de numéro 2 et que le foot enfin, pour y vivre et pour en faire mon métier et pour devenir pro, c'est là vraiment que j'ai réalisé que ce serait très, 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 très compliqué, que ce serait c'était entre guillemets terminé. Donc, c'est là en fait où il y a une bascule, c'est que moi, j'étais pas trop mauvais à l'école. Et donc, au bout de 5 mois à Concarneau, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre, j'ai fait le choix avec mes parents de quitter Concarneau, d'arrêter et de revenir sur Rennes et de reprendre des études. Parce qu'à un moment donné, le foot, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Donc, j'ai décidé de reprendre des études. Ouais, justement, on en a parlé un petit peu dans la pré-interview. Mm. On est en train de briser la magie des interviews, c'est qu'on les prépare, ces interviews, évidemment. Mais tu es ensuite rentré à l'administratif à 3, mais quel genre d'études on peut faire? Et puis même, tu vois, au mois d'octobre, c'est pas forcément la rentrée. Mm. Est-ce que tu as pris un peu ce qui était dispo ou est-ce que tu as fait quelque chose qui te passionnait avant d'avoir entré dans un centre de formation? Ouais, complètement. C'était rentrer tout abandonné en octobre pour trouver une école, c'était pas évident. Donc, moi, donc j'avais la volonté de voyager. Donc, je suis rentré dans un BTS commerce international. Donc, il faut savoir, l'anecdote, c'est que je savais à peine ce qu'était qu'un master, un bachelor, un BTS, etc. Parce qu'on vit tellement foot que dans les centres, on est malheureusement pas du tout préparé, enfin pas du tout, très 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 peu préparé à l'après, aux études, etc. Donc moi, j'ai fait un bachelor commerce interne, enfin j'ai fait un BTS commerce international, j'ai fait juste 1 an. J'ai fait un stage en Inde aussi de 3 mois, donc ça a été top. Et puis en fait, j'ai vite voulu concilier ma passion pour le foot et les études. Donc après, j'ai enchaîné sur un bachelor en sport management à Amos, à Paris. Et donc, grâce à ce bachelor-là, je suis parti 6 mois à Londres. Et puis, à l'issue de ce bachelor, il y avait un stage à faire, un stage de fin d'études et un mémoire. Donc, j'ai eu la chance de réactiver mes contacts à 3 et de rentrer en stage à l'ESTAC. Et j'avais fait un mémoire, je faisais un mémoire sur le taux de remplissage des stades, la billetterie, etc. Et donc, j'avais un peu donné cet argument-là pour pousser mon stage. Et puis, j'ai eu la chance d'être pris en stage à l'ESTAC. Donc, après, le stage s'est bien passé. Et puis, après, j'ai enchaîné sur un master en alternance en stratégie marketing, toujours à l'ESTAC. Et puis après, CDI, etc., etc. Bah, tu t'étais déjà écrit hein, dès le mémoire. C'est pour tous ceux qui sont en train de l'écrire en ce moment, bah, suivez vos rêves hein, parce que Mm, ça peut se réaliser. Euh, exactement. la transition, effectivement, tu en parles du manque de préparation dans les centres de formation. Au-delà bah, tu démarres à 13, 14, 15 ans, tu es dans une structure d'école, mais que dans le centre de formation, c'est peut-être moins important. On le voit de plus en plus aujourd'hui que certains centres de formation disent si tu n'es pas très bon à l'école, on te retire peut-être 1 heure de ballon à l'entraînement, etc. Donc, ça pousse un peu les jeunes à faire un peu mieux. Mais est-ce que tu Mm, regrettes, au moins à l'époque, et peut-être même encore aujourd'hui, qu'il n'y ait pas assez de préparation pour l'après des footballeurs, et même si jamais, comme beaucoup de cas, mm, comme ton cas, où ça ne se fait pas de devenir professionnel, mais qu'il mm. faut faire une autre vie. Est-ce que tu regrettes le manque de préparation? Ouais, après, je le regrette pas forcément pour moi parce que moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré par ma famille, etc. Donc
j'ai eu la chance de pouvoir rebondir, mais je le regrette pour d'autres qui n'ont pas cette chance-là et qui, bah, après le foot, n'ont plus grand-chose. Et donc, c'est préjudiciable. Et en effet, moi, je pense qu'il faudrait, sous quelle forme, je ne sais pas vraiment, mais je pense qu'il faut préparer davantage parce que c'est tellement important. Et la chute peut être rude. Donc ouais, ouais, non, je pense qu'il faut le préparer. Ouais. Et donc, forcément, tu rentres, tu fais ce mémoire, tu arrives à reprendre contact, comme tu disais, avec trois. Mm. Est-ce que tu as trouvé ça difficile déjà de non seulement, bah, tu vois, on parlait là, de reprendre les études, qui est quand même très différent et beaucoup plus intellectuel, même si j'imagine qu'à trois, tu vois, on a la réputation avec Furlan d'intellectualiser Mm. le jeu et de réfléchir un petit peu, mais c'est quand même pas pareil. Et Mm. ensuite, tu reviens sur les terres de ton centre d'entraînement, de ton centre de formation, parce que Mm. là, de revenir dans ce cadre-là, tu as pu prendre le recul nécessaire à cet âge-là, de se dire, bon, bah, c'est une nouvelle vie, je suis peut-être revenu dans les terres où ça n'a peut-être pas marché forcément comme je le voulais, Mm. mais maintenant, je peux retrouver une nouvelle carrière dans un club et une enceinte qui me plaît. Non, non, carrément. Juste comme ça aussi, juste pour préciser, c'est que au centre de formation, nous, les cours qu'on avait, en fait, on n'était pas dans un lycée normal avec d'autres gens, etc. Les cours étaient dans le centre de formation, donc on était 6-7 par classe. Et donc, c'est très particulier parce que tu as 3-4 heures de cours par jour et c'est tout. Donc, c'est pour aussi de repartir dans un système un peu plus normal avec bah, être 30 par classe, rien qu'avoir du monde autour de toi, de créer une vie sociale, d'avoir des amis, etc. Et bah, c'est pas évident parce qu'au centre, on a tendance à être sauvage, à devenir sauvage parce qu'on est que entre nous et on n'est pas au contact des gens, donc c'est pas évident. Mais ceci étant dit, oui, en revenant à 3, c'est sûr que ça fait bizarre de revenir avec notre casquette, mais en même temps, la chance que j'ai eue, c'est de revenir dans un club que je connaissais. Je connaissais beaucoup de monde. Ils me connaissaient aussi, ils savaient quel type de personne j'étais. Donc, c'était beaucoup plus simple. Et moi, en plus, j'étais passionné par le mémoire que j'étais en train de faire. J'étais hyper motivé et tout. Donc, quand tu concilies ta passion pour le foot, tes études, ton travail et un mémoire qui te passionne, bah, il y avait tous les ingrédients qui étaient réunis pour être épanoui et puis bah, pour aller de l'avant, pour être motivé et puis pour gravir les échelons, quoi. Ok. Et est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de ton nouveau poste en arrivant au club? Donc, Mm. en quoi ça consistait un peu? Qu'est-ce que tu avais à faire? Ouais. Bah, quand je suis arrivé, j'avais un poste, j'étais stagiaire, hein, donc rien de bien foufou. J'étais assistant du responsable billetterie merchandising. Donc, j'assistais honnêtement à ces tâches quotidiennes de saisie, de relance, un peu de benchmarking, etc., proposer des idées et tout. Donc, rien de bien stratégique et de fou. Et puis, j'ai eu la chance, en fait, qu'à l'issue de cette année-là, le club remonte en Ligue 1. Le club remonte en Ligue 1, donc bah, voilà, plus de travail, plus de demandes, etc. Donc, j'ai eu la chance que le stage puisse déboucher dans, sur une alternance. Mais déjà, enfin, rien qu'en étant stagiaire, même si je ne faisais pas grand-chose, je sentais déjà une appétence pour le poste. Et puis, j'aimais beaucoup ce que faisait le responsable billetterie. Donc, dans ma tête, je me disais qu'un jour, ce serait cool d'être à sa place, quoi. Et tu en as parlé avec le mémoire, donc forcément, tu avais cet intérêt-là, mais quand tu es dans le stage, qu'est-ce qui t'a passionné? Alors, c'est pas forcément non, le but de cette émission-là, c'est aussi de parler Mm. des gens dans les clubs qui sont peut-être Mm. moins mis en lumière. Qu'est-ce qui t'a pris pour la billetterie dans ce Mm. poste-là? Bah, de un, moi, ce qui m'a passionné, ce qui m'a surpris aussi, c'est que quand tu es joueur ou quand tu es au centre, tu ne te rends pas forcément compte de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe derrière, toutes les problématiques. Une organisation de match, c'est beaucoup, beaucoup de travail, que ce soit des problématiques logistiques, des problématiques de sécurité, de contrôle d'accès, de billetterie, d'hospitalité, etc. On se rend pas compte du tout de tout ça. Donc déjà, ça m'a pas surpris parce qu'en faisant les études, je le savais, mais, euh, mais voilà. Et la deuxième partie de question, je ne sais plus ce que c'était. Excuse-moi. Qu'est-ce qui t'a passionné en fait dans ce milieu-là? Ce qui m'a passionné, c'est que 3, ça ne vous aura pas échappé, c'est que le stade n'est pas forcément rempli. C'est que l'effervescence autour du club, en tout cas, peut-être là ces derniers temps, c'est un peu mieux, mais il y a encore 2, 3, 4, 5 ans, c'était pas la folie. Et donc, c'était un gros défi, c'était de dire, bah, voilà, aujourd'hui, les affluents sont en berne.
qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les remonter, de faire en sorte qu'on perde plus forcément d'abonnés, qu'on essaie de conquérir un peu une nouvelle conquête, qu'on essaie de redynamiser le stade et tout. Donc ça, c'est pour ça que j'aimais bien la billetterie et cette partie-là, parce que c'est challengeant et c'est que si ton travail peut être récompensé si tu bosses bien, etc. Ouais, bah Et, justement, vas-y, Zach. ouais, non, mais parce que d'ailleurs, du coup, tu m'avais dit, Henri, en pré-interview, que tu avais gravi un peu les échelons assez rapidement et que qu'est-ce qui s'était passé pour. Est-ce que tu as pris une certaine importance dans le club petit à petit au niveau de la billetterie? Bah, en toute humilité, graver les échelons, oui, un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une petite réorganisation en interne au moment où je passe en alternance. Et il y a un nouveau directeur des opérations qui est arrivé. Donc, le directeur des opérations, c'est celui qui chapeaute le département billetterie, hospitalité, événementiel et sécurité. Et donc, lui est arrivé avec plein d'idées nouvelles, des idées fraîches et tout, avec la nouvelle, surtout aussi avec la confiance du président. C'est-à-dire que le président lui avait donné beaucoup de liberté, il lui faisait beaucoup confiance. Et donc, cette personne-là m'a pris un peu sous son aile, c'est-à-dire enfin, je partageais sa vision. Il voyait aussi que bah, j'étais jeune, que j'avais envie d'apprendre, que je comptais pas mes heures, que je travaillais beaucoup. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et puis il avait cette volonté voilà, de développer les revenus. Et moi, j'avais cette idée de monter un programme de fidélité un peu à 360 degrés, en essayant de coupler un peu la billetterie, le merchandising, le catering, etc. Et donc, cette idée, elle a nourri en nous deux. Et puis, il m'a fait confiance, il a réorganisé un peu en interne et puis il m'a mis euh, au poste. J'ai occupé différents postes, j'ai été en charge de la partie événementielle, accréditation, etc. Et puis après, il m'a mis au poste de coordinateur billetterie, CRM et fidélité. Donc en gros, chapeauter un peu le département B2C, tous les revenus liés au grand public. Et donc c'est là où en effet, là, j'ai eu voilà, la responsabilité d'un département, même si dans un club, on est beaucoup, il y a la communication, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Mais en effet, c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu des responsabilités et puis et beaucoup de liberté pour faire des choses. Ouais, justement, tu en parles un peu l'abonnement mensuel qui a été, pour le coup, tu en parlais mieux que nous, mais a été novateur plutôt à l'Olympique Lyonnais d'abord et après que tu as voulu ramener à l'Estac. Est-ce que tu peux nous Mm. parler de cet abonnement mensuel qui tranche quand même avec les abonnements qu'on a pu avoir par le passé? Mm. Alors l'abonnement mensuel, déjà, Lyon, eux, ils avaient mis en place un programme de fidélité. L'abonnement mensuel, en tout cas en France, aucun club ne l'avait mis en place. Moi, enfin, l'idée est venue avec aussi en benchmark en interne avec d'autres personnes, mais c'était principalement des États-Unis sur d'autres modèles de MLB, NHL, etc., où tu avais des beaux abonnements plus flexibles. Et puis on partait surtout du constat où, voilà, notre base d'abonnés enfin, descendait, était de moins en moins importante. On essayait de, de, de- d'acquérir un peu plus de jeunes publics au stade. Et on essayait de regarder un peu quelles offres étaient un peu en vogue et qu'est-ce qui faisait que moi, par exemple, j'allais souscrire à quelque chose et pas une autre. Et donc le modèle Netflix, où voilà, il y a cette mensualisation, cette partie engagement qui n'existe pas vraiment. Et on s'est dit que tout en gardant cette partie abonnement annuel pour pas non plus être trop violent entre guillemets dans le changement d'habitude. On a proposé ce produit-là d'abonnement, d'adhésion mensuelle sans engagement en tacite reconduction. C'est-à-dire que demain, donc je m'abonnais au mois d'août. Et si je suis étudiant et je pars en stage demain à Amsterdam ou dans 6 mois, eh ben, je peux être abonné 6 mois et être désengagé les 6 autres mois. Donc, euh, donc ça, c'était comment le produit est venu. Mais le produit d'abonnement, enfin l'abonnement mensuel, par exemple comme Netflix ou autre chose, si tu t'abonnes mensuellement, s'abonner mensuellement, c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait entre guillemets, des carottes tout autour. C'est qu'il faut que, pas que seulement tu aies ta place, mais la promesse aussi, après, il y a eu des échecs et des réussites, mais la promesse, c'était de dire que l'abonnement, c'est bien plus qu'une place. Que ce soit une adhésion mensuelle ou annuelle, c'est qu'aujourd'hui, tu as ton abonnement, mais ça te donne accès à toute une panoplie d'avantages que auparavant, en tout cas les stacks, avant qu'on mette en place le programme stack, que les gens n'avaient pas forcément accès. Donc c'était vraiment ça la promesse, c'était de dire, bon, l'abonnement, c'est un abonnement à vie si vous ne vous désengagez pas, mais en même temps, votre abonnement, c'est bien plus qu'un abonnement, c'est des avantages et plein de choses autour.
Et est-ce que tu peux nous donner des petits exemples de ces avantages? Ouais, voilà, j'ai fait beaucoup de benchmarks, regarder ce qui se faisait de mieux à droite, à gauche, dans le foot, dans le rugby, mais aussi pas dans le foot, dans les compagnies aériennes, dans plein de choses. Donc, la principale des choses, c'est que, par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'étais fan du Stade Rennais, je suis encore supporter du Stade Rennais, et, et je rêvais de pouvoir, je sais pas, côtoyer un joueur, passer des moments en inside un peu avec un joueur, et ce qui marche aujourd'hui aussi le plus, c'est de proposer des instants money come buy ou des avantages money come buy. Donc, c'était de faire en sorte que grâce au programme de fidélité, les gens puissent avoir accès à des expériences entre guillemets exceptionnelles. C'est-à-dire que demain, un adhérent, s'il atteint tel palier, il accède au programme, il a le droit à accéder à la conférence de presse, il a le droit de vivre le match depuis le carré officiel, à côté du président, par exemple. Il a le droit d'avoir un maillot, il a le droit de passer limite de jouer à un entraînement, participer à la photo officielle, être sur la photo officielle, participer à un entraînement ou des choses comme ça, quoi. Vraiment essayer de valoriser au maximum les adhérents, parce que souvent on a l'impression que voilà, une fois qu'ils payent leur place à l'année, et ils sont dans la poche, et au final, voilà. Alors que non, c'est des supporters, ils sont fidèles, donc il faut aussi que nous on leur rende tout ça. Et un club de foot, c'est avant tout des émotions, etc. Donc voilà, faut jouer pour ça. Un club de foot, on a la chance, c'est qu'on n'est pas une entreprise comme les autres, c'est qu'on a l'aspect émotionnel, on a l'aspect passion, l'aspect. Enfin, il y a de grandes émotions, et donc on peut s'appuyer là-dessus, et c'est un atout considérable. Justement, certaines personnes pourraient voir ça. Alors, bien sûr, tu as, le développement de. Je pense encore à l'Olympique Lyonnais avec son OL Valley, qui a beaucoup de choses autour du stade pour rendre Mm. l'expérience générale plus intéressante. Certains vont critiquer justement que c'est un côté très capitaliste, que c'est Mm. très vers l'argent et qu'il faut pousser le supporter à devenir un consommateur plutôt que Mm. juste un simple supporter dans le foot moderne. Mais en même temps, après 20, 30 ans peut-être, où les supporters ont l'impression de s'éloigner de plus en plus des joueurs qui semblent être hors sol, entre guillemets, Mm. c'est aussi une façon pour eux de se reconnecter. Est-ce que ces concepts est possible à l'avenir, et est-ce que tu penses qu'au-delà de l'Estac, est-ce que c'est possible dans des clubs plus grands en Europe? Mm. En effet, un club de foot, c'est aussi une entreprise, donc il faut aussi savoir faire du business, et il faut que ça tourne pour payer les salaires, pour payer plein de choses, etc. Euh, Maintenant, en effet, euh, il faut aussi être vigilant quand tu montes un programme de fidélité, ou quand tu montes n'importe programme marketing ou autre, c'est que il faut savoir à qui tu t'adresses. Il faut aussi connaître l'historique du club, l'historique des supporters, sa typologie. Tu vas pas forcément monter, je parle en programme de fidélité, mais tu vas pas forcément proposer les mêmes produits ou être innovant de la même manière à l'AS Saint-Étienne que au Los Angeles Galaxy ou que au PSG, parce que tu t'adresses pas aux mêmes personnes, parce que l'histoire n'est pas la même, parce que voilà, l'attachement n'est pas le même non plus, donc il faut être vigilant. Euh, il faut faire très attention, parce que ça peut être à double tranchant, ça peut aussi te retourner dessus. Donc voilà, après, ça n'empêche pas d'innover, de tester, mais ce qui est important aussi, c'est de rester à l'écoute. Moi, par exemple, je suis tout le temps sur Twitter, et donc j'aimais bien faire ma fouine et essayer de voir tout ce qui se disait, tout ce qui se dit, etc. Donc forcément, il y a toujours des commentaires négatifs, mais il y a des choses qui sont aussi constructives, et j'aimais bien même passer beaucoup de temps à discuter avec des supporters pour voir un peu ce qui marchait, ce qui marchait pas, ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas et tout. Donc voilà, toujours être à l'écoute. Après aussi, le problème, c'est que un club fait avec ses moyens. Quand je dis moyens, c'est que c'est pas forcément des moyens financiers, c'est aussi des moyens humains, des moyens fonctionnels. On ne peut pas se doter par exemple, je sais pas, d'un CRM d'outils technologiques de la même manière que le PSG, etc. Donc on fait aussi face à des limites. Ouais, il y a plein de choses à prendre en compte qui sont pas, quand tu regardes de l'extérieur, qui sont pas forcément évidentes, mais quand on est à l'intérieur, qui sont un peu complexes. Et par rapport à cette nouvelle formule assez originale qui a été mise en place, donc tu disais qu'il y a pu avoir quelques réactions négatives. Donc je voulais savoir déjà quelle a été la réaction globale de la part des supporters. Est-ce que ça a quand même été bien vu? Et s'il y a eu quelques réactions négatives, qu'est-ce qui est le plus ressorti? Bah, le problème, entre guillemets, enfin le problème, c'est qu'un programme de fit, enfin, ce qu'on a développé
en 6 mois et ce qu'on a lancé en un jour, parce qu'on a dévoilé en un jour, ce programme de fidélité à 360 degrés avec le lancement du cashless, avec un programme de fidélité à palier où tu gagnes des points quand tu viens au stade, quand tu achètes des maillots, quand tu achètes une bière, etc., avec cet abonnement mensualisé, etc., c'est que tout ça d'un coup, peut-être que ça fait beaucoup et que les gens se disent waouh, je suis perdu. Et, euh, et donc, euh, et donc, en effet, il y a un gros effort de pédagogie à faire. Moi, j'ai dû passer des heures au téléphone avec certains adhérents pour leur expliquer un peu, même pas pour les convaincre de s'abonner ou autre, mais surtout de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça et quelle est la vision derrière tout ça. Donc, en effet, il y a des gens mécontents parce que voilà, c'est beaucoup de changements. Mais les plus gros mécontentements qu'il y a pu avoir, c'est parce que sur cette même année-là, on a fermé, je sais pas si vous voyez, il y a 2 niveaux de tribune à trois. Et derrière les buts, en fait, on a fermé le niveau haut de la tribune. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des adhérents, des gens qui étaient là depuis 20 ans et qu'on a dit, bah, voilà, cette place-là, elle ne sera plus à vous, vous devez descendre. Et des fois, quand tu changes des habitudes, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est très compliqué. Donc, ça a été la principale chose. Le reste, après, beaucoup de pédagogie. Après, il y a des gens, voilà, un programme de fidélité, gagner des points, s'en foutent complètement, ce que je peux comprendre. Et donc, après, un programme de fidélité aussi, on s'adresse à une certaine typologie, mais on s'adresse à des gens qui peuvent être sensibilisés par ça, qui ont envie d'être un peu challengés, de gagner des choses et tout. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. Au moins, ce qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est d'avoir travaillé, d'avoir essayé d'innover. Et je pense que pour l'image du club, même si voilà, on n'a pas non plus inventé une fusée ou autre, mais pour l'image du club, ça a été une image, ça a été des bonnes retombées, je pense, d'un club qui est dynamique et qui essaie de proposer des nouvelles choses. Et je voyais, je crois, il y a une semaine ou deux, j'ai vu le Paris Basketball qui lançait des abonnements mensualisés et qui faisait leur com sur la partie Netflix. Donc j'ai trouvé ça sympa de voir que certains reprennent. Et j'avais aussi pas mal d'appels d'autres clubs qui essayaient de comprendre un peu comment on avait mis ça en place et tout, qui étaient intéressés, même si, voilà, comme je le disais, tu vas pas forcément lancer des abonnements mensualisés au PSG, quoi. C'est pas la même problématique. Non, bien sûr, mais même au-delà de l'abonnement mensuel, c'est que le programme de fidélité Mm. semble être inscrit un petit peu de plus en plus en France. Moi, encore une fois, moi, je base sur des clubs où j'ai été régulièrement, que ce soit Lille, Olympique Lyonnais. Dès que tu fais un Ouais. achat sur la boutique du club, ils disent, bon, bah, on vous met 19 points ou nombre de points en euros sur Mm. votre compte qui peuvent être servis derrière comme des Mm. promotions, comme des jetons, effectivement, alors sans rentrer dans tout le côté NFT et tokens que fait Mm. l'Inter Milan, mais que ça Mm. peut être réutilisé derrière. Euh, mais le contrepartie, entre guillemets, de justement cet abonnement mensuel, c'est qu'on a pu avoir peut-être des hausses tarifaires qu'on a vu notamment effectivement Paris Saint-Germain qui est très connu maintenant avec des prix exorbitants en Ligue des Champions notamment. Est-ce que non seulement vos abonnements à l'année ont augmenté, et est-ce que justement c'est à cause de mensuel qui a peut-être pu causer des répercussions négatives sur un public abonné depuis longtemps? En fait, ce que les gens faisaient beaucoup, c'est qu'ils comparaient l'abonnement annuel, je sais pas, qui était à 100 euros, et puis l'abonnement mensuel je sais pas, à 10 euros par mois. Et en fait, ils disaient, regardez, l'abonnement mensuel, il est à 120 euros, alors que l'abonnement annuel, il est à 100 euros. Pourquoi est-ce que je vais m'abonner mensuellement alors que l'annuel est moins cher? Et en fait, peut-être qu'on était parti trop loin à l'époque et on a peut-être pas on s'est vu peut-être un peu trop beau, c'est de dire, en fait, nous, la promesse qu'on avait, c'était de dire, OK, vous êtes adhérent mensuel, vous êtes adhérent sur 12 mois. Et une saison, c'est en effet 10 mois, mais pendant 2 mois de l'année, quand il n'y aura pas de match, eh ben, vous aurez accès on fera en sorte de vous donner accès à plein de choses, des avantages partenaires, des jeux concours, La je sais pré-saison, pas, par exemple, un aussi? événement, genre une journée des abonnés hors saison qui permet que, voilà, en gros, c'était de dire que, voilà, même s'il n'y a pas de match, votre abonnement, il sera rentabilisé. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'abonnement, c'est plus que 19 matchs. C'est une relation au long de la semaine. C'est des choses lorsqu'il n'y a pas de match. Voilà, c'était de sortir de ce prisme des 12 matchs, de ces 19 matchs et d'essayer de faire vivre un peu cette relation. Et, aussi l'aspect qu'on a beaucoup travaillé à trois,
et qui me tenait beaucoup à cœur et sur lequel je pensais qu'il y avait le plus de potentiel de développement, c'était les étudiants. À Troyes, c'est une ville étudiante. Je crois qu'il y a entre 10 et 15 000 étudiants à Troyes. Et moi, j'étais avec mon alternant qui était aussi étudiant, et moi, je sortais des études et tout, voilà. Et là où on a vraiment réussi, c'est qu'on a réussi à ramener des étudiants au stade, à créer des offres happy hour. Et c'était top. Une anecdote, en gros, c'était un match contre Rodez, 3 Rodez, mardi soir, un 3 décembre, temps pourri, etc. Et on fait un after school étudiant. On arrive à ramener presque 600 étudiants à Troyes. Ils ont créé un contre-COP. Et c'était ouf. Et je pense que le potentiel de développement à Troyes, il y a énormément d'étudiants. Et c'était au-delà du programme de fidélité. C'était top. Et je voulais aussi te demander par rapport à ta période à Troyes, tu étais encore au club pendant le Covid. Mm. Et je suppose que qui dit Covid dit plus de matchs et aussi absence de supporters. Donc, est-ce que en quoi ton rôle au club a évolué? Qu'est-ce que tu faisais du coup? Mm. Et ben, pendant le Covid, on réfléchissait beaucoup. Nous, à Troyes, j'avais la chance d'avoir des collègues qui étaient aussi très disruptifs, beaucoup d'idées. Et donc, on a été, grâce au président, grâce à la direction à l'époque, on a été très, très actifs socialement. Par exemple, pour tous nos abonnés de plus de 65 ans ou 70 ans, on a distribué des paniers repas. Donc, on s'est baladés tous dans l'Aube à distribuer, même au-delà, avec le directeur sportif et des membres du staff, etc. On a distribué des paniers repas à tous les abonnés de plus de 70 ans. On a aussi fait beaucoup, beaucoup de livraisons pour les étudiants au Crous. On avait un partenaire, on les a beaucoup, beaucoup aidés. Et puis, et comme nous, par exemple, pour le cas des abonnements mensuels, on avait mis donc les prélèvements sur pause, mais pour garder ce lien avec les adhérents et puis pour dire que voilà, ça va reprendre un jour, donc il faut pas que tout s'arrête et que voilà. Donc on avait profité pour lancer une enquête de satisfaction. On avait aussi fait un Corona apéro qui était un peu à la mode à l'époque avec les adhérents, avec les joueurs. On lançait aussi quelques jeux concours, etc. Donc on a vraiment, enfin moi pendant le Covid, on s'est vraiment pas ennuyé. On a essayé de lancer beaucoup de choses et garder ce lien-là. Et je pense que ça a plu parce que les gens avaient besoin de ça. Et c'est là que tu vois qu'un club de foot, c'est plus qu'un club de foot et que sa contribution sociale, et quand je vois à Troyes avec les étudiants, c'était quand même. Moi, je me souviens avoir fait des livraisons à des étudiants qui étaient à Troyes et qui étaient étrangers, qui étaient du Bénin ou des choses comme ça, qui étaient éloignés de tout le monde et qui avaient très, très peu de moyens. Et donc là, le club, on les avait beaucoup aidés, ça faisait un bien fou, quoi. Oui, j'imagine l'importance. Effectivement, on en parle souvent. C'est l'autre pilier d'une société. C'est un peu la cathédrale de tout le monde aujourd'hui, hein. Le Mm, dimanche, tu vas au match. mm, Euh, et sans vraie transition, je ne sais pas comment l'apporter là, mais c'est vrai que pendant ta période City, ou peut-être juste avant, il y a Manchester City qui arrive, mm. qui arrive en tant que nouveau propriétaire. Ouais. Quelque chose qu'on voit de plus en plus, hein, les groupes de football, hein. Évidemment, en France, il y a 777 Partners avec le Red Star, et puis City est populaire un peu partout dans le monde. Euh, Toi, tu étais au club pendant le rachat. Comment est-ce que tu as senti une évolution déjà au niveau de peut-être du staff, mais Mm. surtout, toi, à ton échelle, au niveau de la billetterie, est-ce que tu as senti une visibilité complètement différente, ou Mm. peut-être un poil différente au moins, au niveau du City Football Group? Ouais, déjà à Troyes, la chance qu'on avait, c'était qu'on était un club très familial. Le président était troyen au bois, c'était le président Daniel Mazzoni à l'époque, était très paternaliste, très proche des salariés. Moi, c'était quelqu'un qui je dois beaucoup, enfin, qui était vraiment top. Donc, tu passes en effet, et quand tu apprends que le club est racheté, ce président avec qui tu es proche et qui est tout le temps là et tout, quand tu sais qu'il part et qu'il est remplacé par. Voilà, c'est un gros groupe qui arrive. C'est donc des nouvelles personnes, des personnes qui ne sont pas forcément de la région. C'est de nouvelles manières de faire, de nouvelles exigences, beaucoup plus, je pense, de reporting. euh, donc beaucoup plus, pas forcément, je dirais si, ouais, un peu plus d'exigences, même si ça ne nous empêchait pas d'être très exigeants à l'époque, mais plus d'exigences, une autre manière de faire, c'est-à-dire que là, dans le cas de City Group, c'est que c'est un groupe, c'est une multinationale.
Donc, c'était aussi une grosse chance pour le club pour passer des paliers. Et puis, moi, je l'ai ressenti, c'est que on avait des échanges avec des gens du marketing ou de la com de Manchester City. Donc, il y avait beaucoup de partage de connaissances et aussi de partage de technologies. Donc, ce qui fait que tu mutualises un peu les forces et tu profites de leurs forces pour faire des choses aussi un peu plus sympas et avec un peu plus de moyens, pas forcément financiers, parce que voilà, mais avec un peu plus de moyens humains et aussi technologiques. Donc, en effet, tu sens que même si, voilà, moi, je l'ai vécu allez, un peu moins d'un an, parce que j'ai vécu aussi avec un nouveau président, une nouvelle organisation interne. Donc, c'est des choses qui ne sont pas aussi forcément évidentes parce que tu n'as pas, t'es malade. En fait, tu es dirigé par un groupe multinational, mais tu ne vois pas forcément tout le temps comme on avait le président qui était là tous les jours. Mais non, c'est une chance pour le club. Là, aujourd'hui, si je me projette aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils font, c'est top. Les idées sont top, ça bouge, ça va vers l'avant. Donc, non, c'est une vraie chance pour le club. C'est top. Sans rentrer forcément dans le débat de est-ce que c'était mieux avant ou pas, le côté Mm. familial, évidemment, 3, ça fait des années que comme tu dis, c'est club très familial où tout le monde est là depuis longtemps. Ouais. Toi, est-ce que humainement, tu vois, l'interaction avec effectivement l'étranger, même si tu avais habilité un petit peu ailleurs qu'en France, qu'est-ce que toi, ça t'a pu t'apporter de Mm. bosser justement sur d'autres profils? Et est-ce que tu as peut-être eu des relations au-delà de Manchester City avec d'autres clubs du City Group, j'imagine Mm. Girona par exemple, Mm. entre autres. Ouais, on a eu des relations un peu avec New York City. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un peu avec New York City parce qu'on parlait un peu de ce qu'on avait mis en place justement avec le programme MyStack, les abonnements mensualisés et tout. On a eu aussi un peu de contact avec Abu Dhabi, enfin avec quelqu'un qui était basé à Abu Dhabi et tout. Donc, et c'est des personnes voilà, qui ont beaucoup d'expérience. Et en termes d'échange, encore une fois, là, ça te permet aussi, quand tu es jeune, enfin, comme moi, déjà, tu parles anglais, tu échanges en anglais, donc c'est aussi important. Et puis moi, tu vois, quand le club a été racheté par City, c'était aussi une chance pour nous parce que, voilà, même si ce n'est pas forcément le cas, mais quand tu vois City, ça te fait rêver. Tu te dis peut-être qu'un jour, tu pourras aller travailler à New York ou à Manchester. Donc, voilà, c'était que du plus, que du positif. Et par rapport à ce rachat de City Football Group, est-ce que tu as ressenti une internationalisation un peu au niveau de la population qui, par exemple, pouvait venir au stade ou qui suivait le club de Troyes sur les réseaux sociaux? Alors, en tout cas, pour venir au stade jour de match, non. Après, moi, quand j'y étais aussi, c'était compliqué parce qu'on était encore à huis clos. On a eu une grosse période de huis clos. Enfin, on a même, je crois qu'avec City, quand j'y étais, on a peut-être eu deux, trois matchs avec du public. Le reste, c'était que du huis clos. Oui, donc Donc, ça, pas compliqué. facile. Donc, Mm. donc, ouais, pas évident. Après, sur la partie réseaux sociaux, je pourrais pas le dire parce que j'étais pas dans le département com. Mais je pense que oui, ça a donné une visibilité bien plus importante au club. Par exemple, moi, pour donner une anecdote, moi, au Qatar maintenant, quand je leur dis où je travaillais avant, je dis à 3. Et quand ils connaissent pas, et quand je leur montre le logo, et ils font, et voilà, ça fait tilt, et ils disent, ah oui, c'est City Football Group et tout. Donc, ils ont vu passer le logo, ils ont vu passer le fait que City avait racheté le club, etc. Donc, je pense que oui, ça fait passer le club, en tout cas, en termes de rayonnement, je pense que ça l'a fait passer un cap. Ouais. Encore une fois, je parle sous réserve, mais je pense que c'est vraiment le cas. Justement, tu nous en avais parlé un petit peu ce week-end, mais il y a peut-être eu des évolutions au niveau du centre de formation aussi, parce que évidemment, City, c'est aussi beaucoup de prêts de joueurs. On en a encore quelques-uns, je pense que l'échelle de 3 ou 4, encore à 3 cette année, qui sont prêtés du groupe. Est-ce que Mm. toi, voilà, ancien de la centre de formation, est-ce que tu penses est-ce que tu as eu des retours de joueurs qui ont pu venir de l'international, qui sont intégrés au centre de formation, qui n'auraient peut-être pas été le cas avant? Mm. J'ai pas forcément de retour, mais en tout cas, j'ai pas de doute pour dire que même si le centre de formation à l'époque était déjà très attractif à mon époque, parce qu'il y avait, je sais plus, peut-être deux demi-finales de Gambardella, plus une victoire de Coupe Gambardella en 2017-2018, avant que City arrive. Donc ça travaillait déjà très bien. On faisait des finales de championnat de France U17 tous les ans. Donc ça travaillait déjà très 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 bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, le fait que les Stacks soient City Football Group, en termes d'attractivité, pour recruter un jeune de 15 ans de la région parisienne qui peut avoir
une offre du FC Nantes, du LOSC et de Troyes, et ben, je pense qu'il il se posera un peu plus la question. Il aura un peu plus de mal à choisir maintenant, puisque Troyes est sous Citigroup et voilà, il y a une promesse de développement de talent, etc. Donc, indéniablement, je pense qu'ils sont beaucoup plus attractifs et que c'est aussi une force pour le club à ce niveau-là, quoi. Ça, j'en suis certain. Il y a aussi un réseau de scouting qui est beaucoup plus important. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi quand City est arrivé. Donc oui, ça, c'est sûr. Ouais, merci beaucoup pour le partage sur toute ton expérience à 3. Avant qu'on enchaîne sur la chronique de Zach, on va parler très rapidement, parce que contractuellement, tu peux pas en parler plus. On espère qu'on pourra te raccueillir dans le futur, peut-être, pour en parler. Mais ton expérience maintenant au Qatar, alors tu es parti en juin 2021, de ce que j'ai pu lire, C'est ça. de 3. Donc, ça fait à peu près. Est-ce que tu as rejoint tout de suite le Qatar et quel est ton rôle que tu as, ce que tu peux nous dire en tout cas de ce que tu fais au Qatar actuellement? Ouais, donc ça fait les 15-16 mois que je suis au Qatar maintenant. Donc j'ai eu la chance de pouvoir vivre la montée à l'Estac en Ligue 1 juste avant de partir. Et donc ouais, je suis arrivé il y a 15-16 mois. Voilà, super opportunité, 25 ans, de partir à l'étranger, de vivre une nouvelle aventure, travailler pour la FIFA, pour la Coupe du Monde, plus grands événements avec les JO. Donc c'était une super opportunité. Et donc là, aujourd'hui, je travaille dans le département billetterie et CRM de la FIFA Qatar 2022. Et donc, je suis en charge plutôt de la partie communication, billetterie. C'est-à-dire que, voilà, rédaction, enfin, communication sur le site internet de la FIFA, des emailing, FAQ, for a question, tout ce qui est parti, voilà. Beaucoup plus sur l'aspect communication parce que à la FIFA, à la billetterie, pour un événement comme ça, on s'adresse à des millions et des millions de personnes. Donc, un département billetterie, ce n'est pas deux, trois personnes comme à trois, c'est des dizaines et des dizaines de personnes. Donc, j'ai envie de dire que c'est un autre métier. C'est un tout autre métier, très enrichissant aussi. Mais ouais, c'est complètement différent. Ouais, et puis voilà, pour utiliser l'acronyme que tu utilises, le CRM, qui est le Customer Relations Manager, de ce que j'ai pu lire. C'est ça. J'imagine que déjà les communautés ne sont pas les mêmes, qui peuvent te Mm. contacter au mondial, etc. Évidemment, chance incroyable de pouvoir partir au Qatar. Ouais. On ne rentrera pas trop dans ton rôle, mais la vie là-bas, c'est comment? C'est quand même, j'imagine, quand même assez différent, même si aucun problème avec l'Aube et Troyes spécifiquement, mais c'est quand même pas la même vie. Non, non, c'est une autre vie. Le Qatar, déjà c'est un petit pays. Il y a aussi, voilà, il fait pas, il fait là aujourd'hui, il faisait encore 35-36 degrés. Donc oui, il fait très chaud. Enfin, il fait très chaud en fait 6 mois dans l'année, de avril ouais, avril-mai à septembre-octobre. Et puis après les 6 autres mois, c'est magnifique parce qu'il fait 25 degrés. Il pleut 2 fois dans l'année, donc c'est top. On a un beau cadre de vie. Je pense que, en tout cas, on est heureux au Qatar, même si voilà, la France, ça manque parce que la verdure, ça manque un peu, la famille, etc. Mais le Qatar, en tout cas, euh, y vivre, enfin, avant de partir, on avait un certain a priori, parce que je pense que le Qatar en France n'a pas forcément une très bonne image. Mais quand on y vit, je pense que j'ai une image tout autre de l'a priori qu'on peut avoir. Donc voilà, après, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je pense que voilà, le Qatar est un beau pays, on est très heureux ici. Mais on sera aussi très, très heureux de rentrer en France dans 2 mois et de partir sur une nouvelle aventure. Ouais. Bah, écoute, on espère que ce sera une belle Coupe du Monde Ouais, malgré, ouais, on malgré y les arrive. nombreux messages négatifs qu'on a pu avoir en France. Nous-mêmes avons hébergé une émission justement sur le boycott, mais je suis sûr que ce sera une belle Coupe du Monde à Ouais, vivre ce sur sera. place. Et puis, je suis sûr que tu retrouveras une belle aventure en France quand tu rentreras pour retrouver nos beaux ciels gris et nos beaux arbres très verts. Ouais. Les matchs de Ligue 1 me manquent, donc on verra bien. Ah oui, c'est dire. Ouais, ouais, ça me manque. J'imagine qu'il y a le match de PSG, non, qui sont diffusés au Qatar. Et ben, tous les matchs sont diffusés au Bien Qatar, sûr. quasiment. Ouais, tous les matchs sont diffusés, même. Après, moi, à titre personnel, je regarde tous les matchs parce que je regarde mon meilleur ami qui joue à Lens. Donc, je regarde tous les matchs de Lens, tous les matchs de l'Estac. Hmm. Donc, Un petit non, peu de non. Rennes, j'imagine, si tu es supporter. Et oui, On évidemment, les oublie. matchs de Rennes. Donc, les week-ends, ma femme est des fois pas très contente, mais
Et ouais, les week-ends sont bien chargés avec les matchs de Ligue 1. J'imagine bien. Bon, bah, je te laisse, Zach, te lancer sur une chronique qui parlera effectivement de notre sujet du jour, qui est la relation avec les supporters à l'Estac. Ouais, bah, du coup, je vais revenir sur les stacks et sur la Ligue 1. Donc les Stacks hier, ils disputaient le derby de la Champagne contre le Stade de Reims. Un match moins fermé que ce qu'on pouvait penser avec un score final de 2 buts partout. Frustrant pour des Rémois réduits à 10 qui ont encaissé un but à la 90e, qui met cependant fin à une série de 6 défaites de suite au Stade de l'Aube. Côté troyen, ce nul arraché vient confirmer le sursaut d'orgueil de ces dernières semaines, après un début de saison critique marqué par 3 défaites consécutives. En plus des buts, un autre facteur positif, avec une très bonne ambiance en tribune. Si les quelques 500 supporters rémois y ont aussi contribué, on peut l'expliquer par le soutien du COP troyen, qui connaît un développement considérable cette saison. C'est dans la tribune Champagne-Basse du Stade de l'Aube qu'on peut observer les Ultras de l'Estac. Ils sont composés de 2 groupes ultras, les Magic 3 1997 qui rassemblent environ 150 membres et les Tricas Crew 1986 qui comprennent quant à eux autour de 90 membres. Si ces chiffres ne paraissent pas incroyables, la réussite pour Anthony Alexandre, président des Magic 3, est de voir l'intégralité des Ultras présents à tous les matchs, ce qui était loin d'être le cas les saisons précédentes. J'ai connu des matchs où on était 8 dans le COP, et c'était il n'y a pas si longtemps, a-t-il récemment confié dans l'Est éclair. Limité à 300 places, l'espace dédié au COP est même devenu trop petit, puisque d'autres supporters non affiliés se joignent aux Ultras les jours de match. Les présidents des groupes Ultras ont rencontré les dirigeants du club pour discuter de l'instauration d'une tribune debout, et les discussions ont bien été lancées avec 3 Champagne Métropole, propriétaires du Stade de l'Aube. Cet aménagement adopté par plusieurs clubs de Ligue 1 depuis l'accord de la Ligue en 2018 permettrait de créer un groupe de supporters plus homogène au sein du COP, qui pourrait être rejoint au cours des matchs par des supporters non affiliés. Cette ferveur se ressent également à l'extérieur, où les Troyens se déplacent par centaines chaque week-end pour supporter leur équipe. En fin de saison dernière, par exemple, plus de 1000 supporters troyens avaient été recensés au Parc des Princes. Et pourtant, malgré ce développement encourageant dans les virages troyens, un paradoxe vient contraster cet élan de positivité. L'affluence moyenne ne dépasse pas les 7500 spectateurs par match, qui en fait la dernière affluence des stades de Ligue 1. Trop peu pour un stade de l'Aube capable d'accueillir près de 22 000 spectateurs. Et comme on a pu le voir avec le récit d'Henri, le club cherche pourtant ces dernières années à se montrer innovant avec ses abonnements mensuels et ses programmes d'adhésion offrant de nombreux avantages aux plus fidèles. L'Estac a par exemple réalisé un très gros coup de com' lors de la réception de Rennes avec l'installation d'un jacuzzi au bord de la pelouse dont ont pu profiter 2 supporters troyens tirés au sort. Cette initiative, énormément partagée sur les réseaux sociaux et dans les médias, a permis de mettre le club en lumière l'histoire de quelques jours. Reste maintenant à trouver d'autres stratégies pour attirer de nouveaux curieux au Stade de l'Aube et pourquoi pas continuer de voir grossir les rangs des ultras troyens. Et par rapport à cette chronique, Henri, je voulais te demander si toi, depuis ton départ, tu suivais encore de près le club de l'Estac et si tu avais pu un peu remarquer des changements dans les tribunes. Bon, après, il y a eu la période Covid, donc je suppose que là, il ne se passait rien, mais est-ce que tu as pu remarquer un développement au niveau des tribunes? Ouais, en tout cas, je suis évidemment, je suis tout, j'ai encore j'ai encore des amis qui sont là-bas, même si ça a beaucoup changé, mais ouais, je suis tout ce qui se passe presque dans tous les clubs, je regarde tout ce qui se passe. Et oui, à Troyes, après, on voit que cette problématique elle est toujours là, hein. Pour un derby contre Reims, l'affluence n'est pas ouf, mais derrière le but, la tribune était pleine, le COP était plein. L'ambiance, en tout cas sonore, était top. Et en effet, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas il y a 2 3 ans, même si on était en Ligue 2. Et je pense que ça va dans le bon sens parce que la relation est bonne aussi entre les supporters, les Magic, les Tricas et le club. Je pense que le président aussi est top parce qu'il veut faire bouger les choses et parce qu'il est à l'écoute et parce que voilà, il a envie de faire vivre le stade. Donc je pense que vraiment ça va dans la bonne direction. Je pense que ça travaille très bien en interne et je suis persuadé que d'ici la fin de saison, il y aura plus, ce ne sera pas 10 000 qu'il y aura, mais je pense qu'ils arriveront au moins à 15 000 parce que les résultats sont plutôt là aussi. Donc non, ça va dans le bon sens. Et puis là l'anecdote sur le jacuzzi et tout, c'était 2 adhérents qui étaient tirés au sort et tout. Donc c'est bien, je pense que ça va dans le bon sens. Ils avaient aussi lancé le maillot sur la métaverse. C'est des petites choses comme ça qui donnent aussi de la visibilité. Donc, non, je suis tout ce qui se passe et ça se passe très, très bien. Donc, je suis content pour le club, je suis content pour tout le monde. Donc, c'est top. Et donc, ouais, tu donnais l'exemple du maillot. Est-ce que tu as d'autres idées de moyens qui pourraient être mis en œuvre par le club pour augmenter l'affluence dans les tribunes?
Enfin, si tu peux avoir C'est l'idée, mais sinon, bon, c'est pas ouais, grave. ouais, c'est moi, parce que à l'époque en Ligue 2, c'était beaucoup sur les étudiants. Bon, après, bon, c'est pas eux qui vont te d'augmenter ton influence sur du long terme, etc. Il faut aussi travailler sur la base des jeunes, les enfants, les familles, même si des fois les horaires de match sont un peu compliqués. Mais si j'avais la recette magique, enfin, j'aimerais bien l'avoir parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver des solutions et c'est pas évident du tout. Euh, donc, euh, donc voilà, faut essayer d'innover tout en restant fidèle aux valeurs du club, en restant respectueux du club. Et puis je pense que ça ira. Les résultats vont arriver, enfin, sont même présents. Donc voilà, il y a aussi la partie foot, on ne l'a pas forcément mentionné, mais la partie résultat de l'équipe première, ça joue aussi énormément. Tu peux faire tout ce que tu veux, si tu perds tes 20 matchs, tes 19 matchs, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un tout, un amalgame, c'est plein de choses. Donc voilà. Écoute, ça a été super intéressant de discuter avec toi de développement de l'ESTAC. On Effectivement, pourrait discuter des heures hein, Ah sur bah, ce jeu-là, il y a tellement de choses à dire. c'est sûr. Après, oui, faut prendre en compte aussi la population locale. C'est pas forcément la région la plus Mm. populaire de France non plus, mais Aussi, ouais. c'est sûr Mm. que le développement va arriver. Comme tu dis, avec les résultats, ça aide toujours. On ne veut pas forcément prôner les supporters footix Ouais, non plus, ouais. mais Ouais, ouais. Et puis il y a aussi c'est la évident. partie de tourisme qui est pas négligeable. Troyes, il y a aussi les magasins d'usine à 1h30 de Oui, bien Paris. sûr. Donc, tu as les magasins d'usine, tu as les lacs de la Forêt d'Orient qui sont pas très connus, mais c'est vraiment un super endroit. Tu as la partie champagne et la partie vigne. Et je pense que tu vois, tu n'es pas très loin de Paris, voilà, t'es pas loin des grandes villes. Donc, tu peux aussi surfer sur le fait que voilà, Troyes, tu te fais un petit week-end le dimanche après-midi, tu fais ton match au Stade de l'Aube. Et puis le samedi, tu as fait les magasins, tu as visité les vignes et tout. Donc, je pense qu'il y a un gros potentiel et je doute pas qu'ils sauront s'appuyer et qu'ils s'appuient même déjà, qu'ils c'est déjà là-dessus. Ça bosse déjà très bien à l'interne là-dessus. Ouais. Et on s'amarre pour s'associer avec Lonely Planet maintenant pour pouvoir continuer à développer le- l'essor touristique de Troyes, Mm, hein. On va mm. avoir de très belles pages là-dessus. En tout cas, c'était super intéressant de parler avec toi de la relation supporter. C'est évidemment quelque chose qu'on fait beaucoup sur 11 Amarres, plus particulièrement sur les ultras, mais c'est vrai que l'intérêt Mm, de cette émission, c'est de parler un petit peu avec des gens, que ce soit les intendants ou des relations supporters comme mm. toi, pour mettre en lumière d'autres rôles dans les clubs Ah, de. c'est top. C'est Et vraiment top ce que vous faites. C'est top. Continuez comme ça. C'est merci. bien parce qu'on n'a pas. De l'extérieur, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est bien. Ouais, bah justement, je pense que l'idée, c'est qu'à travers la saison, on puisse essayer de mettre ensemble le puzzle d'une journée type Mm, de match, que ce soit mm, en avant avec la billetterie et puis même la sécurité. Hein, on pourra avoir des mm, vigiles et mm. autres sur cette émission. J'aimerais féliciter également Zach qui a participé à son premier Twitch et c'est une très belle chronique. Et j'aimerais remercier évidemment tout le monde qui s'est pointé ce soir son nez sur Twitch et qui écouteront l'émission après. Tu as une dernière, des petites, pas forcément des nouvelles, mais des choses à partager, une dernière chose, Henri, avant de partir? Non, bah, pas forcément. En tout cas, merci à vous pour le temps. C'est bien d'échanger. Merci de m'avoir écouté, même si enfin, j'espère avoir été clair, même si des fois je pars Bien un peu sûr. dans des idées. Voilà, c'est pas toujours évident, Quand on est passionné, c'est mais normal. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis même si là, je suis un peu déconnecté avec quand on est dans une autre institution, on perd parfois, on perd un peu ce qui se passe dans les clubs, mais non, c'est top, continuez comme ça. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt en France, j'espère, au mois de janvier, on verra. Ah bah voilà, écoute, s'il y Ah en a bah, merci qui, beaucoup, Henri. ouais, Merci, merci, merci. s'il y en a qui cherchent à recruter un CRM à partir du mois de janvier, n'hésitez pas à contacter Henri. On Ouais, mettra voilà. tous les réseaux sociaux. Vous avez On mon va faire numéro. passer l'info. Ouais, c'est ça. On mettra tous les infos sur les réseaux sociaux avant de partir. Et puis, merci à tous. Bonne soirée à tous. Et puis, on sera de retour très, très bientôt avec plusieurs formats, notamment un old fashioned et un nouveau pot au carré cette semaine. Donc, n'hésitez pas à suivre ça. À très vite. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.